Pour ceux qui font partie de ma génération, celle des années 90, je pense qu'on peut tous s'accorder sur une phrase aussi simple qu'impactante. Kid Cudi nous a sauvé la vie. Courant 2009, on a tous bu le verre de trop sur Pursuit of Happiness. On a tous vécu ce moment où, sans transition, notre esprit vire de l'euphorie d'une soirée à la solitude pesante qu'engendrent des substances illicites. On a tous regardé la lune en pensant un jour, la toucher du bout du doigt, en écoutant Solo Dolo. On a tous déjà dansé enivré sur Cudi Zone. Certains ont goûté à leur premier joint sur Day and Night, quand d'autres allumaient leur quatrième, en rappant comme si leur vie en dépendait, sur Soundtrack to My Life. En seulement 2 ans, Scott Mescudi est passé de cet ado seul et triste, ayant assisté à la mort de trop de proches, aux collaborateurs de Jay-Z et de Kanye West, signé à Good Music et père spirituel d'une génération entière. Alors oui, en 2009, avec son Man on the Moon 1, Cudi nous a tous sauvé la vie. Il a fait ce que personne d'autre n'était capable de faire à l'époque, c'est-à-dire parler de ses faiblesses, de ses démons et de sa dépression. Ce faisant, Scott a toujours mentionné cette notion de sacrifice, autant dans ses sons que dans ses interviews. Pourquoi un sacrifice ? Parce que pour lui, on s'en fout des grosses voitures, de la fame, des meufs et de tout le reste. Ce qui compte, c'est les émotions, les vraies émotions, même si elles sont dures à admettre parfois. Et le sacrifice a fonctionné. Malgré ses troubles, Scott est connu, aimé et respecté par les autres. Même si les médias et les awards ne suivaient pas encore, Scott nous a compris et on l'a compris en retour. On est là pour lui et il est là pour nous. Mais dans cette euphorie des lumières, du succès et de la gloire, dans ce soleil, Scott ne s'est pas rendu compte qu'il manquait quelqu'un à l'appel. En 2010, on ne le savait pas encore, et peut-être même que Scott lui-même ne l'avait pas senti venir. Mais le Man on the Moon avait disparu. Disparu pas parce qu'il avait failli à son rôle de sauveur pour le Kid dans le Man on the Moon 1, non plus parce qu'il avait abandonné. Au contraire, le Man on the Moon a disparu dans sa dernière tentative pour sauver Cudi, des rayons trop forts du soleil, de ce soleil brûlant de la gloire et des projecteurs. Mais quand le chat n'est pas là, les souris dansent. Si le Man on the Moon est occupé à protéger la partie éclairée de la lune, Kid, lui, doit se confronter à sa part sombre. Le Man on the Moon a dû laisser Kid se gérer tout seul. L'objectif ancré dans ses veines de toucher la lune s'est transformé en énorme trou noir, emprisonné par un immense halo jaune et brûlant. Trop aveuglé par cette éclipse fulgurante qui se produisait en lui, il a été incapable de discerner ce qui se cachait dedans. Parce que là-dedans, ça grouille, ça crie, ça gémit. Il les sent tous. Mais surtout, il le sent lui. What up? How's everyone doing? You are now in the world I'm ruling. Take a minute to adjust for the wanderers. Clusterfuck upon the chance. Comme à son habitude, Kid décidera que le deuxième opus, le plus sombre de l'histoire du Man on the Moon, sera compté en 5 actes. Mais cette fois, il n'y a plus de narrateur omniscient, plus de common, plus d'orchestre sophistiqué derrière. Non. Dès le premier titre, on vire très vite sur des sonorités et des paroles plus agressives, organiques et tranchantes. Ayant repris ses esprits, Kid nous introduit dans Scott vs. The World à sa vie quotidienne sous les projecteurs et en plein dans l'euphorie de la fame. D'ailleurs, la transition entre le premier opus End of Day et le deuxième, Legend of Mr. Rager, est parfaitement pensée, car on retrouve pour la seule et unique fois de l'album une référence à l'univers pop geek, rien qu'avec le titre du son. Ici, Scott fait référence au comic, puis jeu vidéo, puis film Scott Pilgrim vs. The World, racontant l'histoire de ce jeune bassiste qui doit littéralement se battre contre les 7 ex de la femme qu'il convoite. De plus, dans le refrain, magnifiquement chanté par CeeLo Green, des Nars Barkley, on peut penser justement au rôle de Common, dans le premier tome de l'histoire, où il va nous proposer, comme lui, de rentrer dans le monde de Scott et de faire, officieusement, une transition entre le monde réel et la fantaisie de Cudi. Mais malheureusement, les références enfantines, joviales et innocentes s'arrêtent là. Dès les 2 premières phrases de cette introduction, la menace du monde parallèle que s'est créé Scott par sa consommation de drogue commence à faire rage. Fier et conquérant de son propre monde, celui occupant uniquement sa tête, Scott a enfin l'impression de gérer, de se gérer autant que de gérer les autres. Mais déjà, quelques indices lexicaux nous orientent vers la dangerosité de ce monde. Il va parler de désastre, de Dark Side of the Moon, qui sera autant une référence au Pink Floyd qu'une démonstration de son mental qui vacille. Il parle de nous retrouver de l'autre côté, c'est-à-dire du côté de la mort, et surtout, du fait de piéger certains de ses auditeurs dans un destin très funeste. Bref, cette introduction que j'ai écoutée personnellement pendant toute l'année 2010, avec une innocence d'adolescente, ravie de goûter au nouveau Cudi, n'est en fait qu'un appel au secours d'un homme qui est en train de tomber. Le discours est quasiment bipolaire, balançant entre la drogue qui le fait parler et agir, et qui lui donne paradoxalement confiance en ce statut de sauveur de l'humanité. Tout ça, face aux accès de lucidité de Scott, criant par-ci et par-là, de véritables SOS quant à sa santé mentale. Et si à l'époque j'avais l'impression qu'autant les grosses reverbs du début de la chanson que le pont instrumental faisaient référence au Man on the Moon qui s'envole, aujourd'hui avec plus de recul,
j'entends véritablement la chute de cet homme perdu dans son propre espace, dans l'éclipse totale qui habite peu à peu ses tripes, dans ce monde qui pense encore être en train de gouverner, à tort. Welcome you. Hey. I'm your big brother. Avec le deuxième titre, Revovef, c'est-à-dire Revolution of Evolution, Scott continue à jouer avec l'ambivalence déjà établie dans l'introduction. Pour faire simple, c'est une chanson où Scott étale clairement son statut de porte-parole d'une génération dépressive et désespérée, et essaie tant bien que mal de nous consoler tous, lui compris. Mais, parce qu'il y a un gros mais, plus la chanson avance, plus on se questionne sur la véritable nature de Scott et de ses intentions. Au début du titre, il clame qu'il est notre Big Brother, notre grand frère, et se demande ce qu'il doit dire aux kids, à ses enfants qu'il essaie de soutenir depuis The End of Day. Mais le Big Brother peut aussi avoir une autre interprétation, au-delà de son sens littéral. Big Brother, c'est aussi l'antagoniste principal de cette société apocalyptique et dystopique qu'a créé George Orwell avec 1984. Big Brother, c'est ce dictateur qui interdit la liberté d'expression ainsi que la pensée individuelle en imposant des dogmes collectifs extrêmement stricts à une société entière. Et finalement, ce régime totalitaire est très bien représenté par cette production, qui pourrait me faire penser aux parades militaires les plus effrayantes de certaines nations. Ces mêmes nations qui prônent le fait que l'humanité ne fasse qu'une. Et ce côté engrenage politique décomplexé est aussi exprimé autant dans la notion de révolution dans le pré-refrain que dans le refrain absolument parfait de ce titre. Le « Où seras-tu pour la révolution » est littéralement un slogan militant, du même style que « I want you for the US Army » de l'Oncle Sam. Le refrain, quant à lui, peut être facilement comparé à un hymne de guerre, grâce à son côté mimique simplissime et entraînant, et aussi par le nombre de pistes de voix de Scott qui passent d'une seule voix simple à une dizaine. Et finalement, quand on regarde de plus près les paroles, cette ambivalence et cette menace grandissante sont plus présentes que jamais. Le discours de Scott, avec sa voix grave et posée, paraît au départ nous témoigner de son soutien moral. Mais finalement, aucune solution n'est vraiment apportée par ce Big Brother. Il parle d'un Zé qui ont la solution, mais il ne les citera jamais. Il parle comme s'il savait mieux que nous, comme s'il connaissait des choses qui nous avaient échappé. Il prend cette stature de grand frère bien pensant pour nous attirer vers lui et nous embrigader dans cette révolution dont personne ne connaît véritablement la nature ni l'utilité. Et comme s'il créait une véritable armée, fort de son pouvoir mais déstabilisé psychologiquement, Scott est touché par la folie des grandeurs. Si dans le volume 1 de Man on the Moon, l'image du grand frère bienveillant a été posée naturellement, en douceur et avec sincérité, ici son discours est forcé, cliché et peu profond. Il n'est plus le sage porte-parole, mais un véritable gourou dangereux. I'm so high up, and I like it. Hey, I am happy to take this night like other days. Somehow I feel okay. Somehow I feel okay. Whoa. Et sincèrement, ce passage depuis la sortie de l'album en 2010 est un de mes passages préférés de la discographie entière de Cudi. Sa voix, son flow, son intelligence oratrice, le ton et sa prononciation donnent en 2 petites phrases toute la teneur terrorisante de cet album. On sent l'homme totalement perdu dans son délire psychotique, lié aux drogues et à la solitude. On sent l'homme qui n'a plus du tout le contrôle sur lui-même quand il pense encore tenir d'une main de fer ses propres pensées. On sent l'homme qui rentre dans une véritable folie destructrice, dont il paraît être le seul à ne pas voir l'arrivée. D'ailleurs, cette folie est extrêmement bien montrée par l'utilisation de ce simple mot. Somehow. En français, on pourrait le traduire par « en quelque sorte », notifiant de cette perte de contrôle quant à son esprit et ses émotions. En fait, il se laisse faire, car finalement, à ce stade de sa dépression et de son délire, lâcher prise est la meilleure chose qui lui paraissait. Enfin ça, c'est ce que lui pense. Parce que nous, les kids, on sait que c'est la pire des erreurs. Car s'il pense être littéralement seul dans sa tête et dans son monde, raison pour laquelle il nous demande de le rejoindre dans sa milice, on va très vite apprendre que il ne l'est pas du tout. Let go, life does get tough. No need to stress, hold you back too much. Let's go, heard you found a solution. Where will you be for the revolution? Okay. We are
Et puis voilà, je pense que vous l'avez remarqué comme moi, la fin de ce morceau est absolument incroyable. C'est vachement rempli d'ambiguïté parce qu'il nous dit de le rejoindre pour la révolution, mais à la fin il le dit avec une telle violence et une telle véhémence. C'est vraiment intimidant quand on l'écoute, et en plus avec tout ça il y a les batteries qui vont dans tous les sens. C'est une démonstration vraiment de force, c'est impressionnant comme fin de chanson, et en fait c'est un peu comme si son masque commençait à tomber pour nous montrer un aspect plus... je sais pas, le mot est compliqué à trouver, mais je dirais peut-être enragé. Let's have some fun this time. Wanna know what this sound like when I'm not on drugs? Please, please don't play this song. Alors que nous rentrons dans l'acte 2 de cet opus, Scott nous fait déjà un clin d'œil au Man on the Moon 1 et son acte 3 appelé Taking a Trip. Au-delà de la référence, on peut aussi noter l'évolution de l'arc narratif de son personnage principal, qui après avoir entamé son trip dans le premier album, finit ici par le continuer littéralement au fond du trou, encore plus fort. Mais une question persistera. En quoi ce trip sera-t-il plus fort et quelles en seront les conséquences pour notre héros? Scott finit sa chute dans ce trou noir intersidéral qui s'est développé au fin fond de son âme. Bouleversé par ce désarroi, la seule solution efficace pour remonter la pente à ses yeux sera de continuer la drogue, encore plus fort et plus souvent qu'avant. Mais le changement commence à s'opérer en lui. Il se rend compte autant des bienfaits, entre guillemets, que des méfaits de sa consommation, et s'excuse presque platement dans ce titre d'être dans un état second auprès de nous. Et finalement, cette chanson, qui est une des plus sombres et personnelles de sa discographie, sera comme une revanche démoralisée sur ce statut récent de gloire qu'il n'apprécie absolument pas et auquel il ne se fera jamais. Parce qu'il faut pas oublier que Scott, à ce moment, reste un jeune adulte introverti et solitaire, et porter le monde entier d'une génération sur ses épaules devient un fardeau dont il aimerait se défaire, sans s'en accorder la permission. Parce que ce fardeau, c'est lui-même qui l'a créé, avec le Man on the Moon 1. Ce son, c'est le paradoxe de la tragédie, où il a fait un album pour ne plus se sentir seul. Et aujourd'hui, après le succès et les fans qui l'entourent, il se sent malgré tout plus esselé que jamais. Cette gloire, ce soleil rayonnant et brûlant, dont il fait référence tout le long de l'album, sera à la fois ce qui lui a apporté une forme de bonheur éphémère et incongru pour un outsider comme lui, mais c'est aussi ce qui l'incitera à prendre plus de drogue, pour faire front dans ce combat qu'il mène avec nous depuis le début. Alors il n'a plus le choix, autant pour lui que pour nous, d'adopter une véritable stratégie illicite, extrêmement malveillante et insalubre pour tenir le coup. I want kids to look at me and understand what not to do. You know, when I was dealing with my drug issues back in 2010, 2009, you know, I was just heavy into cocaine. It was something that, you know, kept me level. It was something that I felt like I needed, self-medicating. And, you know. So you felt like cocaine kept you level? Yeah, man, because I had this whole technique where... I don't know if I even should get into this. I don't even want to talk about this. These you don't kids have to. Fucking run around and talk and do it, you know. But let's just say I got into, like, you know, what I would call, like, you know, a trifecta, which was, you know, I would wake up in the morning, I would, you know, do coke immediately, even before I had cereal, breakfast. Whoa. And then I would have a beer, and then I would smoke weed. So, like, I never wanted people to know I was doing cocaine, so the beer and the marijuana leveled me out in a way where I was able to walk in the streets and talk and seem as though I wasn't on anything. But deep inside, I'm just like, zing! You know, with my face, I'm just like, yeah, that's right. You know, but what it did for me, it completely numbed me. I didn't care about anything, and I was a robot. But also, with being so numb, it allowed me to go out and meet my fans and be out in the streets. So in a twisted way, it did a positive thing for me, and that's why I didn't see it as an issue. It was like, damn, today I went walking in Soho with no place to go, and I was just high-fiving fans and shit. Like, it was just the most, you know, amazing experience, something that I never get a chance to feel because I'm just like such a recluse, and I'm just, at that time, was just weirded out when people recognized me and just didn't want to go anywhere. Comme il vient de si bien le dire et avec tant de sincérité, l'aspect sédatif du cannabis et de la bière, alliés à l'éclair d'énergie malveillante de la cocaïne, lui permettront de s'armer pour se donner la force d'enfiler cette cape de super-héros des Lonely Kids. Tout ça pendant que lui, l'humain derrière, discrètement et secrètement, se détruira à petit feu. Alors cette chanson, autant que l'acte 2 entier, englobera aussi cette ambivalence destructrice de sa nouvelle vie. Ceux qui l'aiment le tuent. Et c'est de là que vient le trou béant de sa poitrine, ce trou qui est en train d'occuper son corps entier, comme une vieille gangrène. Ce trou, c'est la dépendance psychologique de Scott face à la drogue. Mais cette dépendance, qui est aussi en passe
de devenir physique. Et là, je prends la facecam pour vous dire un truc très important et sur lequel j'appuierai jamais assez dans le cadre de cette chaîne et que j'ai vraiment envie et besoin de vous partager, c'est que l'addiction à la drogue, ou même l'addiction de manière générale, mais encore plus à la drogue, est une véritable maladie que le sujet va subir. Dans le cas de Scott Mescudi, son addiction c'est à la cocaïne. Et au-delà d'être cette espèce de boost d'énergie qu'on connaît très bien à la cocaïne va aussi prendre la place d'un neurotransmetteur dans ton cerveau. L'addiction va faire en sorte que ces neurotransmetteurs de la drogue vont remplacer les neurotransmetteurs produites par ton cerveau, ton corps naturel. Dans le cas de la cocaïne, il y a 3 hormones très importantes qui vont être remplacées et subtilisées, et surtout faussées. La première, c'est la dopamine, qui est connue comme l'hormone du plaisir. La deuxième, c'est la sérotonine, qui est connue comme l'hormone du bonheur. Et la troisième, c'est la norépinéphrine, qui est l'hormone un peu de l'instinct de survie, qui va donner la réponse fuite-action. Et donc, à force de consommer ce genre de drogue, la cocaïne en question, ces 3 hormones vont être dégagé par le cerveau parce que ta consommation de cocaïne va faire penser à ton cerveau que c'est bon, il y a un autre truc, un médicament que tu prends qui est miraculeux, qui te donne ces 3 hormones. Donc ouais, ton cerveau, il va arrêter de les produire, il va pas faire ça pour rien. Sauf que du coup, quand tu veux commencer à te sevrer, à arrêter la drogue, à te soigner, ce qui est déjà une étape extrêmement compliquée mentalement. Mais physiquement, c'est encore plus compliqué parce que littéralement, quand t'es en train de te sevrer de la drogue, tu vas passer des semaines, des mois, sans ces hormones-là. Pour faire plus simple et avec une phrase qui a vraiment vulgarisé le truc mais qui je pense est assez impactante, quand tu vas te sevrer de la drogue, tu n'es littéralement pas capable d'être heureux biologiquement, physiquement et mentalement. Et pour ceux d'entre vous qui connaissent des personnes ou qui eux-mêmes ont des problèmes avec la drogue et sentent l'addiction se poser en eux, je vous ai laissé des liens en description d'infrastructures, d'associations, etc. qui pourraient vous aider, des numéros de téléphone, etc. parce que le premier pas vers le fait de se soigner, c'est de se rendre compte qu'il y a un problème et aller chercher de l'aide de la part des autres. Parce que tout seul, c'est un parcours du combattant et sachez qu'il y a plein de gens qui sont là pour vous aider si vous avez ce genre de problème. Donc je termine ce petit encart sur la drogue qui est, je pense, très important. Et avant de reprendre la vidéo, sincèrement, prenez soin de vous. Et je sais pas vous, mais moi je me souviens qu'en 2010, j'avais un peu du mal à comprendre cette chanson et surtout son refrain. Je savais pas comment prendre le fait qu'il veuille pas qu'on écoute cette chanson. Est-ce que c'était pour nous protéger ou au contraire, est-ce que c'était pour nous exclure de sa souffrance, de manière agressive et autoritaire ? En fait, aujourd'hui, j'ai compris que c'était les deux. Cette chanson, c'est le conte malheureux de cet homme qui a toujours été contrôlé, voire totalement manipulé par ses émotions, jusqu'à en être à ce jour totalement débordé. Tellement débordé et épuisé que bientôt, il ne saura plus du tout qui est le vrai Scott Mescudi. Alors, ce son, je sais pas pourquoi, mais j'ai l'impression que tout le monde dort dessus. J'en entends très rarement parler, alors que personnellement, c'est un de mes sons préférés de Kid Cudi, même si c'est qu'un interlude d'1 minute 30. Pourquoi ? Parce que je trouve que ce son a vraiment l'ambivalence super intéressante entre le côté bon, cool de la drogue, que tu vas entendre dans la prod, qui est ultra vaporeuse, planante, super agréable, et le côté dangereux et méchant, disons, de la drogue, qu'on va plutôt entendre avec sa voix. Parce que si la prod va t'apaiser, sa voix, surtout quand il va commencer à dire des trucs genre time to make your mind up, comme ça, là, avec le up, comme ça. Mais je trouve ce moment effrayant, il est vraiment oppressant. Mais au-delà de représenter vraiment ce côté beautiful trip et bad trip, le tout dans une même chanson d'1 minute 30, bah faut savoir que We Height, 4e morceau de l'album, interlude, avant Marijuana, c'est un putain de turning point pour l'histoire de Man on the Moon 2. Bon, commençons par le commencement pour analyser ce pur bijou, la prod. We Height, entre 2 élévations musicales ultra vaporeuses, nous posera aussi ce son d'un public qui crie, avec beaucoup de reverb, comme si c'était nous, en plein trip, enivrés et hypnotisés par l'artiste. Dans une première lecture, le public peut représenter figurativement ce statut de gloire acquis par Cutter, ce statut qui le rend aussi heureux que malheureux. Mais dans le même sens et avec les mêmes conséquences, ce public peut aussi être lu comme une notion littérale de la chanson. Son public, nous, ses fans, formeront autant son plus grand bonheur que son plus grand malheur. On est ceux qui l'aimons, on est ceux qui l'avons compris car lui-même nous a aimés et nous a compris. Mais on est aussi ceux pour qui il va se droguer, pour qui il a cette véritable stratégie d'état alternatif pour justement incarner ce faux Man on the Moon. Alors autant dans la chanson précédente que dans celle-ci, Kid ne sait plus discerner le bien du mal, et il ne sait plus si la lumière c'est cet halo jaune
ou ce trou noir béant. Il sait plus qui il est et n'est même plus capable de reconnaître sa propre individualité. Tout ça s'explique parce que le son s'appelle We Aight, c'est-à-dire nous allons bien. Et à première vue, on pourrait penser qu'il parle de lui et de nous, son public, de nous tous. Mais pas du tout. Parce qu'à ce moment-là, on fait plus du tout partie de l'équation. Le oui, c'est Cudi et la psychose qui s'installe en lui. C'est le stress post-traumatique des morts de son passé, de ses nuits cauchemardesques, de l'addiction à la drogue et de l'endossement de responsabilités surhumaines qu'il s'inflige lui-même. Et tout ça est en train de le mener à la pire des choses. Parce que We Aight parle littéralement de la césure totale de sa personnalité. Time to make your mind up. To wake your mind up. Et vous vous souvenez quand je vous disais que quand il dit ça, c'était effrayant. On le ressent tous, on est tous extrêmement oppressés quand on entend cette voix, pas vrai ? Bah, je vais vous dire pourquoi. Parce que cette voix si grave et menaçante qu'on n'a jamais entendue de Cudi, ce ton si sûr de lui et si méprisant, bah, c'est pas Scott Mescudi. C'est la démonstration de cette personnalité déchirée en plusieurs entités, qui sont, à ce moment, en train de se battre pour savoir qui va gouverner son esprit. C'est pour ça que ces voix sont en train de lui dire à lui, à Scott, qu'il est temps de se faire à l'idée. Il est temps de laisser la place à quelqu'un d'autre pour survivre. Et idéalement, à quelqu'un de plus fort que lui. Qu'il est temps de réveiller son esprit, c'est-à-dire de laisser faire les autres. Pourquoi il est temps ? Parce que, comme ces voix le disent en reverb, elles vont bien. Elles vont bien parce qu'elles sont confortablement installées et prêtes à prendre les rênes, maintenant qu'elles ont réussi à épuiser le kid, physiquement et mentalement. Mais alors, quelle personnalité ira prendre le dessus sur les autres ? Est-ce que ce sera le Man on the Moon ? Le Loner Stoner, le Lonely Wolf, ceux dont on a déjà entendu parler dans l'opus d'avant ? Ou est-ce que ce sera quelqu'un d'autre ? Wake your mind up. To wake your mind up. We are. I be on it all day, like my nigga Big Boy said. That's the only thing that keep me level up in my crazy head. Stone on the run, no fun if not. It's Scotty from the email red, man. I swear to keep it 100. If I ain't have it, then I'll be dead. Alors bizarrement, on est vraiment déconcerté au début du titre, par cette voix qu'on n'a jamais entendue de la part de Cudi. Si dans We Aight on avait le droit à un humming très grave, quasi sournois et dangereux qui correspondait à une personnalité encore anonyme, là on passe à une voix très aiguë et pitchée par l'accélération de la piste. Ce qui est déjà plutôt étrange parce que la chanson parle de marijuana, c'est-à-dire une drogue usuellement apaisante qui ralentit le sujet plutôt que de l'accélérer. Mais marijuana, au-delà d'être un des meilleurs hymnes au cannabis qui existent dans la musique, allant même jusqu'à faire languir son morceau jusqu'à 4 minutes 20 pile pour faire un clin d'œil complice à la culture du stoner, And 420. la chanson peut aussi être vue, comme tous les autres morceaux de l'album, comme tout et son contraire. Ce titre peut être vu dans la suite logique du titre précédent, comme un combat interne et mental entre les différentes personnalités de Cudi pour prendre le dessus. Ici, on a la personnalité connue du loner stoner de Day and Night, qu'on peut reconnaître à sa voix aiguë, qui assure au reste des personnalités à l'intérieur de Scott que sans le cannabis, il ne sera plus productif, plus efficace, il ne fera plus de bonnes chansons, ne sera plus accepté par les autres, et même pire, qu'il serait certainement mort. Never left me lonely. It's gonna be okay. Le loner stoner est tellement persuasif dans sa démonstration que le cannabis est ce dont ils ont besoin qu'une version plus évoluée viendra faire son apparition dans le titre suivant, Mojo So Dope. Ce titre est ultra feel good et ça va lui permettre aussi d'appuyer l'argumentaire en jouant avec le terme de la culture british emprunté à Austin Power, le mojo. Ici, il allie le mojo, c'est-à-dire le sex appeal, à la dope, terme signifiant à la fois la drogue, le bonheur et le fait d'être stylé dans cet ego trip ultra trippant. Hey, my mojo so dope, bitch. Et malheureusement, cette version 2.0 du loner stoner, avec une voix plus posée, plus grave et plus chill, ira très vite en pleine redescente de trip, en énumérant à la fin du deuxième couplet, littéralement, tous ses problèmes. Vous l'aurez compris, à l'aube de l'acte 3, on est déjà à l'exposition de 3 personnalités ennemies dans cet album. Scott, le vrai, le loner stoner, sa version évoluée,
et bien sûr quelques apparitions d'une entité sombre dont on ne connaît pas encore le nom. Mais vous pensiez qu'il y en avait que 3 ? Vous pensez vraiment que les présentations étaient toutes faites ? Non. Yeah. Comme Scott l'a bien nommé, la partie commence très fort avec ce premier titre de l'acte 3. Ashton Kutcher éveillera très rapidement le pur MC encodeur, qui se jouera des mots autant que de leur sonorité. Déjà dans le titre, qui sera un homophone entre l'acteur Ashton Kutcher, celui qui a remplacé Charlie Sheen dans la série Mon oncle Charlie, qui, je le rappelle, a été viré de la série car il était devenu incontrôlable à cause de la cocaïne, allié à 2 termes connus par la culture des stoners anglophones. Hashin, c'est-à-dire le fait de retirer les cendres de son joint, et Kush, qui est une des marques de marijuana les plus prisées au monde. Dans ce son, Cudi, ou plutôt Ashton Kutcher, met à terre beaucoup d'autres rappeurs de son époque, avec ce flow rempli d'allitérations en plein de sonorités, de rimes complexes et de son ego trip surdimensionné. Sans oublier évidemment une certaine notion de générosité de sa part, puisqu'il va accueillir littéralement les autres personnalités en son sein. Life together, we all in together now. All in together, all baby, get the all in together now. Mais bientôt, une batterie qu'on connaît tous très bien viendra vrombir dans nos oreilles pour nous alerter de l'apparition d'une 6e personnalité. Et cette personnalité n'est autre que le rocker au cœur brisé, poteau avec Kanye West, qu'on retrouvera d'ailleurs quelques années plus tard dans l'album Speeding Bullets to Heaven. La pose un peu bordélique mais grisante que nous ont accordé ces personnalités joviales et entraînantes est maintenant terminée. Comme si les vraies personnalités, fortes et dangereuses à l'intérieur de Scott, avaient fait exprès de laisser passer les plus généreuses et agréables en premier temps pour nous leurrer dans les ténèbres. On se retrouve tous à nouveau dans le noir, dans le froid et dans la partie cachée de la lune. La production incroyable de Wildin Qasam-Young te prend directement à la gorge et te plaque au sol brutalement pendant qu'une 7e personnalité prend place, lassée et impassible, dans ce trou noir. I be wildin' 'cause I'm young, wildin' 'cause I'm young, wildin' 'cause I'm young, wildin' 'cause I'm young. I be wildin' 'cause I'm young, I be wildin' 'cause I'm young, and I be wildin' till I'm chillin' old. La voix est froide, robotique et totalement déshumanisée. Elle énumère comme un automate l'excuse de faire autant de conneries parce qu'il est jeune et qu'il a le droit, alors qu'on sait tous très bien que Scott, au fond de lui, sait que c'est absolument faux. Le recul que cette voix mécanique prend est absolument déconcertant à l'écoute. Elle l'inquiète. Elle est distante tout en parlant froidement des tragédies de son hôte, sans aucune once de sentiment. Et bientôt, dans cette chanson, nous aurons pour la première fois l'introduction à un personnage appelé Mr. Rager. Ce même personnage qui a donné son nom au titre de l'album. Et c'est dès cette introduction à ce mystérieux Rager que le conte commence à prendre une tournure absolument dramatique. 4 in the morning, getting cozy. So much goose, I let the fries soak it up some. Tuesday weekly, the legend of the Rager. Most have witnessed the cut in the club. L'introduction de Rager qui aime attiser les flammes explique alors que la passation est proche d'être établie entre les personnalités. Alors en fait, la voix robotique et distante de ce titre peut être interprétée comme une soumission des autres personnalités face à ce Rager qui prend place tranquillement. Si dans Revovef, Cudi essayait de construire une milice contre le système, Mr. Rager est en train de réussir sans peine à rassembler toutes les personnalités comme une armée d'un seul homme. Et c'est dans le 3e couplet, plus sombre dans sa voix et lent dans son flot, que le despote prend place sur son trône, rempli de misogynie, de mépris pour les autres, de violence, et prêt à instaurer avec la force, s'il le faut, un régime totalitaire et sa suprématie totalement mégalo sur le reste de l'esprit de Scott. Hands high, go with your soul and try floating through the sky. Hide the pain with some pussy and mimosas. Costa Rica, next on the agenda. Là, perdu au milieu de ce trou noir immense, sans aucun repère et totalement abandonné, Scott Mescudi assiste à ce putsch de Mr. Rager pour prendre possession de son propre corps. Lassé, vaincu et à bout de force, Scott, une nouvelle fois, se laissera aller, se laissera faire, dépité. Ayant malgré tout une dernière pensée pour nous, qu'il abandonne autant qu'il s'est abandonné lui-même, Scott passera un message à la fin de la chanson. Un message subliminal qu'un internaute de YouTube a su décrypter en 2013, théorie confirmée par Cudi lui-même.
n'était pas encore sûr de la possession démoniaque de Kid dans cette partie de l'histoire, il se permet de nous la confirmer avec cette prod basée sur ce rire maléfique et sarcastique, comme s'il l'avait directement samplé du Joker de Batman. Rager, en pleine possession de Cutter, ayant réussi son coup d'état interne, exige maintenant les pleins pouvoirs sur son esprit, son corps et son âme. But no one talks, lost in the motherfucking mood. No one talks, lost in the mood. Comme si on assistait au point de vue de ce psychopathe qui apprécie le carnage qu'il vient de faire, son règne est tellement despotique que les autres personnalités sont totalement éteintes. Les ayant attirés avec la drogue, enivrés et déconnectés de tout, plus personne ne parle, plus personne ne bouge. La raison n'existe plus au point où Rager, dans ce titre, n'a littéralement plus aucune honte d'être cet être absolument méprisable, irrespectueux et dangereux, qui piquera sa personnalité autant à un Spider-Man possédé par Venom qu'à un Alex Delarge dans Orange Mécanique, qui n'a de goût que pour les vices. Mais si jusqu'ici Rager s'en prenait à autrui, et surtout à la chair des femmes, ça ne l'empêchera pas maintenant de se tourner vers son propre vaisseau, en la personne de Scott Mescudi. I swear to tell the truth, the whole truth, and nothing but. Nous voilà dans l'avant-dernier acte de la légende de Mr. Rager, qui sera l'acte le plus funeste et mortifère du conte. Mr. Rager, totalement installé en Scott, commence à se jouer de lui, en imposant des hallucinations sous les yeux d'un Scott trop effrayé de lui-même pour se rendre compte de la supercherie. Comme un retour en arrière horrifique, Rager ainsi que Cage feront dans le titre Maniac un listing absolument tétanisant de tous les monstres fantastiques et réalistes qui pourraient définir Rager. Si la came de Scott, c'est le cannabis et la coke, la came de Rager, c'est les ténèbres de son hôte. Et la pire fausse révélation de Rager à Scott dans ce titre sera certainement celle où il lui expliquera que c'est bel et bien lui-même, Rager, le démon qui hante ses nuits depuis ses 11 ans. Ce démon qui occupe ses cauchemars autant que ses terreurs nocturnes. Ce même démon qui l'a poussé à la drogue, à la dépression, et à ce stade, vers des pulsions suicidaires. Pour accompagner ce titre et cette transformation maléfique et torturée en Mr. Rager, Cudi a aussi sorti un court-métrage éponyme de 10 minutes en 2010, présentant une équipe de journalistes qui suivront Mr. Rager et son acolyte Cage, tous deux serial killers décomplexés, nous donnant par ailleurs une information importante prouvant cette dissociation totale de la personnalité. Mr. Rager, contrairement à Scott, parle français. Vous l'avez entendu, on va passer à la 12e chanson de l'album Man on the Moon 2 et un des plus grands chefs-d'œuvre de la carrière de Kid Cudi, qui est la chanson Mr. Rager, qui va représenter véritablement ce dialogue entre monstre et victime, qui va être la base de tout ce conte, et qui est... J'aimerais vous dire que j'ai pas les mots, mais bon, je vais vous l'analyser, donc je vais avoir quelques mots, mais j'en aurai jamais assez pour vous dire à quel point cette chanson fait tout et est parfaite. Le plus intéressant dans cette chanson ne seront pas forcément les paroles de Cudi, qui, comme à son habitude, écrira des choses très simples, mais très vraies et impactantes. Là, ce qui est intéressant dans ce chef-d'œuvre, ce sera le don d'orateur et d'interprète de Scott, en dissociant les deux personnages. Évidemment, ça va passer premièrement par la voix. Celle de Rager est plus lancinante, plus grave. Et celle de Scott est plus aiguë, plaignante et torturée. Mais la différence se fera aussi dans le ton et dans la théâtralité des cris de Scott tout le long de la chanson. Ce « Hey Mr. Rager », quand il l'invoque, fait passer tellement d'émotions cohérentes et pourtant innommables. On ressent la peine qu'il ressent de s'être fait tant avoir. On ressent la rage qui monte en lui, ce désir de se battre, de se lever pour reprendre la place qui lui est due. Mais en même temps, on sent une telle soumission, voire de l'admiration malsaine face à la suprématie d'un Rager ultra antipathique, qui restera toujours monocorde, proclamant ses psaumes comme une incantation
exerçant toujours son pouvoir quasi surnaturel sur l'esprit de Scott. Et dans ce titre, autant que dans le clip, ce pouvoir de Rager marche encore, même si on voit que Scott essaie de revenir à la maison, qu'il cherche à braquer son propre habitat pour en faire sortir Rager par la force. Rager lui impose malgré tout de s'occuper de ses autres démons, de ses autres personnalités qui sont dans cet antre maléfique. Ce combat contre sa propre part sombre semble impossible pour Scott. Torturé par ses tripes, par ses tourments et ses erreurs, il décide dans ce morceau, finalement, que de mourir. Mais le sadisme de Rager est tel qu'il ne laissera jamais son transporteur mourir, et il en profitera pour plutôt l'inciter à se plonger encore plus dans les drogues, dans sa dépression et son estime meurtrie, pour continuer à se nourrir de sa noirceur. Down round for round, you're feeling like you shot down on the ground. Where will the fantasy end? Yeah, when will the heaven begin? Well now, hey, Mr. Rager, Mr. Rager, tell me where you're going, tell us where you're headed. Pour Scott, la fantaisie aujourd'hui, c'est la vraie vie, puisqu'il n'est plus l'esprit hôte de son propre corps. Il n'est plus que le spectateur du show de sa vie, régi par Rager. Alors, maintenant, le paradis pour lui, c'est la mort. Paradis qu'il a d'ailleurs failli visiter un soir, en pleine production d'album, alors qu'il avait fait une overdose de cocaïne et d'alcool. Ce qui va être illustré de manière absolument somptueuse dans le clip, où Rager va en effet poignarder Scott dans le ventre. Ce moment où lui-même, enfin plutôt sa part sombre, le tue. Se tue. Scott a beau supplier son démon de l'amener avec lui, même si c'est en enfer, rien n'y fait. Rager profite du spectacle, se délecte de toute la souffrance de notre héros, qui espère encore que Rager un jour l'aidera, le guérira. Et la tournure que prend la chanson est de plus en plus dramatique, car plus le temps passe, plus Scott, ancré dans son désespoir, voit en Rager un sauveur, un dieu, le seul qui le délivrera de tout ce mal. Mais on le sait, il le sait, Rager a d'autres plans pour lui, et la possession n'est pas finie. Au contraire, et ça on peut très bien le voir à la fin du clip, à ce moment où Scott se réveille de son hypnose, dans la vraie vie avec sa thérapeute. Parce qu'à ce moment, il ne porte pas la veste de Scott Mescudi, cette veste lumineuse, beige et rouge, mais il porte bien la veste noire et rouge. La veste de Rager, Scott et Mr. Rager. Thank you. I really appreciate all your help. I really do. Thank you. I don't think you're through with this dream yet. Do you want to schedule another appointment? Won't be necessary. Bien que je connaisse la chanson These Worries par cœur depuis bientôt 10 ans, ça ne m'empêchera jamais d'avoir une brisure de plus dans mon cœur à chaque début de couplet de ce chef-d'œuvre, quand Cudi/Rager se sniffe allègrement et violemment un rail de coke. Mais au-delà de la violence de l'acte, il est très important pour la suite de l'album. These Worries, c'est encore ce dialogue entre monstres, entre Rager et Scott, et même le reste des personnalités qui seront comme invoquées par ce rail de coke que Scott va prendre à ce moment pour mettre fin définitivement à sa vie. Yeah, the crazy, the wizard, so much whiskey all in my liver. Le premier rail ici vient réveiller le Wizard, ce fou excentrique, mégalo et drogué jusqu'à la moelle, déjà apparu dans un album ayant précédé le Man on the Moon 2. All alone, trying to hide from the shadows. Ain't no use, it seems everywhere they follow. They know where I be at, affect my mind, trying to get me. Mais rien n'y fait. Autant le Kid que le Wizard sentent les ténèbres s'enfermer autour d'eux. Et alors que Rager avait laissé sa place au Wizard pour essayer de garder le Kid en laisse et l'empêcher de se rebeller, Kid a réussi le combat du premier couplet et est de retour temporairement en tant que personnalité dominante, ce qui est encore une fois démontré par la voix et le ton différent de Cudi. It's like that, beat me up, but I fight right back. Poof, poof, be gone. I see the devil in your heart. Mais Kid n'est pas assez fort pour résister à l'attaque de Rager, qui visera là où ça fait mal, c'est-à-dire la déception potentielle de sa mère, autant que de Dieu face à tous ses vices. Et c'est d'ailleurs intéressant que Scott fasse véritablement mention de Dieu pour la première fois de toute la trilogie, parce que finalement c'est en vivant le pire des enfers par cette possession brutale que Scott fera appel à une force divine, la seule qui, pour lui, peut la sauver à ce jour. La réalité, le concret ne peut plus rien faire pour lui, et c'est le moment de passer sa vie dans les mains d'une notion plus spirituelle et théologique. Toujours est-il que Rager, en le faisant culpabiliser de la sorte, gagnera à nouveau un point, pendant que Kid vacillera, KO après cette bataille, partant à nouveau se cacher dans l'ombre de son désespoir, à la fin du pont,
ce qui sera magnifiquement bien illustré par la production du titre, qui va se calmer d'un coup, quasi proche de s'arrêter totalement. Yeah, the rage of the menace. 2-1 pour Rager. Trop coupable, Kid n'a pas pu résister à reprendre de la poudre blanche pour se remettre de ses vices et ses regrets. Sauf qu'en plus d'être absolument dépressif, Kid, à ce moment, est en colère contre ses faiblesses et contre lui-même. Si le premier rail de coke, celui qui démarre la soirée, fera ressortir le wizard en lui, ce deuxième rail, le rail énervé, alimentera la véhémence de Rager pour le laisser passer au premier plan de son esprit. Et finalement, tout va se dérouler exactement comme Rager l'avait prévu. Okay, I've been here before, alone for the umpteenth time or more. I'm tired of motherfuckers saying that they worry about me, when in fact they probably never gave a fuck about me. Toujours dans ce combat herculéen entre Rager et Kid, ce couplet peut à la fois être interprété par l'un ou par l'autre, chacun voulant défendre sa place et son ego. L'ambivalence de l'interprétation montre à quel point la drogue est la meilleure et la pire chose pour Cudi. Car si c'est Rager qui dit tout ça, c'est parce que Rager est persuadé que Kid a besoin de lui pour surmonter la fame, son destin et ses troubles mentaux. Mais si c'est Kid qui le dit, alors c'est enfin une véritable prise de conscience que tout cela doit s'arrêter et très rapidement, et qu'il doit enfin se sauver lui-même avant de pouvoir prétendre sauver les autres. Et alors que le morceau a l'air de se terminer sur une semi-victoire de Scott face à Rager, ce dernier reviendra en trombe, faisant l'effet d'une balle dans le dos autant pour Cudder que pour nous, auditeurs. Yeah, the rage of the menace. Mais Scott a décidé de ne plus se laisser faire. Comme un coup de poing finissant directement dans les dents, Rager se tait brutalement. Le morceau se termine sans cri égard, nous laissant incertains quant au véritable gagnant de cette guerre interne contre la dépression et la psychose. Mais le sommes-nous vraiment incertains? Parce que si on voit les paroles de ce morceau et surtout les dires de Scott, lui-même pendant ce combat, on se rend compte que, pour une fois, il a été capable d'une prise incroyable de maturité et de recul par rapport à la situation. Oui, Rager est là. Oui, Rager est celui qui a fini le morceau, redevenant ainsi l'hôte principal de ce corps. Mais Kid n'est plus là à se morfondre. Il a déjà pris les devants et a commencé une forme d'acceptation de sa condition, pour au final apprendre qui il est. Rager, c'est lui. Rager, c'est une hallucination, un fantasme malsain, malveillant, qu'il a créé car il a été incapable d'accepter et de vivre avec ses traumas. Mais dans la vraie vie, dans la réalité, c'est pas Rager qui contrôle Scott, mais bien Scott qui contrôle et nourrit Rager. Il est, comme toutes les autres personnalités, le fruit de son imagination, de cette imagination qu'il a activée pour s'écarter des vrais problèmes dont il souffre. Every time I make a record, I'm always like learning something new about myself. Like even with my first album, like I didn't realize that my father's death really like had an impact on me in the way that it did until I started writing about it. And I was like, oh shit, like this is a problem for me. I didn't know that my dad dying was that big of an issue. You know, I guess it is. Oh, I guess being alone is an issue for me. I didn't know it was that big of an issue. I guess it is. You know, I guess being depressed is an issue of why I didn't know what it was. You know, I'm just making music. I'm just doing what feels right, but this shit is coming out. And it's like things that I probably didn't pinpoint. At that time, before therapy, I didn't have a therapist or any of this stuff. Like now, like, you know, the stuff that I talk about in the album are things that I might have mentioned in therapy and I've discussed with a therapist. Et il est temps, enfin, pour Scott de s'isoler de tout, d'être sur sa propre lune, de s'éclipser quelque temps pour trouver la vraie solution dans l'introspection et le pardon de soi. Hey. Et on la sent justement cette introspection dès le début du titre, où Scott fera un véritable retour en arrière pour exprimer ce qui compte vraiment pour lui, sa mama et sa moon. Et en effet, c'est en se focalisant sur l'amour et l'ambition philanthropique qui l'anime depuis toujours qu'il pourra enfin se défaire de son mal-être et rentrer enfin à l'âge adulte, prêt à s'élever spirituellement et à accomplir son destin. All alone, I guess I'm meant to be alone. All alone, I guess I'm meant to be alone.
différemment entre l'expression all along, c'est-à-dire tout du long, et sa consonance similaire avec la phrase all alone, c'est-à-dire tout seul, Scott nous conte sa triste mais sublime révélation. Il accepte d'être cet homme solitaire et seul. Ça fait partie de son destin, de son aventure et de sa personnalité. Et ce qui était triste jusqu'ici devient en fait, grâce à cette prise de recul, une véritable consolation. De plus, ce qui est magnifique dans cette chanson, démarrant le dernier acte de son conte, c'est que le mot le plus répété ne sera pas alone, comme on aurait pu le penser. Non, le mot le plus répété, c'est le mot change. Car avant de te battre contre tes démons, il faut que tu sois en paix avec toi-même. Cette notion d'acceptation, bien que douloureuse, sera aussi le thème principal du titre suivant, Trapped in My Mind, où il parlera de ce désir urgent d'aller de l'avant. I'm stuck in rewind, though I'm looking forward. Damn, I wish I knew I went wrong. Am I sick? Am I ill, man? My mental got me. Oh Lord, please help me pull through. Oh baby. Et ce sera ici la première fois de toute sa carrière que Scott parlera enfin de maladie, par le biais des termes sick et ill. Il a enfin compris que ce qu'il subit n'est pas une faiblesse de sa part, c'est pas non plus le sort d'un démon qui lui veut du mal, mais bien une maladie qui s'appelle l'addiction. Une maladie qu'il doit accepter pour commencer à soigner, mais une maladie qui lui demande aussi justement d'accepter l'aide des autres. Et les autres, c'est nous, les fans. Nous qui devons aussi absolument assurer ce genre de rôle de protecteur de nos artistes préférés. Il nous montre à nous, les fans, que celui qui nous a sauvés dans cet opus nous demande aujourd'hui des conseils et nous demande surtout de la force. Et finalement, dans cette chanson, c'est comme si c'était nous, les fans, les autres kids, qui le sauvions. Dans la chanson qui suit, Ghost, rien que le fait que les premiers mots de Scott dans ce titre soient « Hi, my name is Scott », ça va me faire chialer, mais pendant 4 minutes s'il le faut. C'est comme une espèce d'étoile filante qui passe enfin dans un ciel sans étoiles, tout noir, un vrai trou noir avec plein de chaos, parce que enfin il assume être lui et pas son alter ego Rager, ou pas son alter ego Loner Stoner, ou même pas Kid Cudi, c'est Scott Mescudi qui nous parle. Bien que la chanson soit inspirée du fait qu'il se sente comme le fantôme de lui-même, j'arrive pas à y voir la moindre tristesse derrière ce conte. Le fantôme qu'il est finalement une bonne nouvelle, car ça implique une idée de changement qui s'opère en lui, d'un changement, d'une évolution qui va le mener à se soigner autant dans ses troubles addictifs que ses troubles mentaux. Tout cela, en plus de mentionner l'éprouvant combat qu'il a dû mener jusqu'ici. Il est fatigué, il est donc comme un fantôme, comme un zombie, mais pour une fois c'est pas à cause d'un état second dû à la drogue, mais bien à cause d'une révélation existentielle et spirituelle. See, things do come around and make sense eventually. Things do come around, but some things trouble me. Scott est ce fantôme, car il n'est plus le même que celui du Man on the Moon 1, et il est même plus le même que celui des morceaux précédents dans cet opus-là. Parce que ça y est, putain, le moteur est en route. Le chemin est encore très long, mais ça y est, c'est entamé. La machine en lui est lancée, et il n'a plus qu'à réapprendre qui il est vraiment au fond. Et c'est à ce moment que l'éclipse passe. Le cercle se referme naturellement, sans soudure ni couture. Ses yeux ne vont plus vers le passé, mais sont tournés vers l'avenir, vers le haut. Ce haut, il commence à revoir sa lune, son monde à lui, et surtout, ce man on the moon. Et finalement, Scott va nous laisser avec la fin de cette chanson, par cet énième, magnifique cadeau de sa part. Absolument stampé que dit, rempli autant d'espoir que d'ambivalence, et surtout d'un réalisme extrêmement sage. I hope they understand that. I really understand that. They don't understand. I hope they understand that. I really understand that. They don't understand. I really understand that I really think I hope they understand that. I really understand that. They don't understand. Car ce qu'il faut comprendre avec les Man on the Moon, c'est que Cudi a beau avoir contribué à nous sauver, et à peut-être, à un certain degré, s'être sauvé lui-même, c'est que malheureusement, et même si on peut l'approcher très fort, personne ne peut pleinement sauver qui que ce soit. La seule personne capable de te sauver, c'est toi-même.
C'est pas ton entourage, c'est pas l'amour de ta vie, ni un parent ou un psy. On peut t'aider, comme Cuddy l'a fait et le fait toujours. On peut t'aider à te guider vers de meilleures voies, à t'écouter et te parler, ou les deux à la fois. On peut être une épaule sur laquelle l'autre peut pleurer. On peut lui sourire et lui dire que tout ira bien. Mais en soi, ça s'appelle simplement du soutien, de l'empathie. Et même si ça contribue à une notion de bonheur, le seul bonheur que tu peux vraiment atteindre, le bonheur plein, c'est par toi-même, par tes choix et par tes décisions. Parce que c'est toi qui as vécu tes tragédies. C'est toi qui les as ressenties avec tes émotions à toi. C'est tes cauchemars, ta perception de la vie, ta manière de les comprendre, pas celle des autres. Et c'est pour ça que les autres ne peuvent rien faire pour toi. Ils peuvent pas te comprendre. Alors oui, c'est vrai, ça veut dire qu'on est un peu tout seul, tout le long de notre vie. Tout seul dans nos têtes, avec nos sentiments, tout seul avec nos expériences, nos traumatismes, nos peines et nos joies. Et même si c'est dur, Scott comprend enfin que c'est finalement la plus belle forme de respect pour soi-même, que d'enfin comprendre qu'il n'y a que toi qui peux te comprendre. Il n'y a que toi qui te connais vraiment. Et il n'y a que toi, ta personnalité, ton esprit, tes croyances et ta spiritualité, toi, qui peux vraiment te sauver. Et voilà, on en a terminé avec cette partie 2, cet épisode 2 sur Man on the Moon 2. J'espère vraiment que cette vidéo vous aura plu, ça m'a énormément inspiré. Évidemment, les animations vont pas être exactement ce que j'avais en tête parce que j'ai pas encore le niveau, mais bon, faut bien pratiquer pour s'améliorer, donc au moins j'ai passé le coup d'essai. C'est vraiment un album qui a changé ma vie à l'époque. Je prenais absolument pas de drogue ou quoi, j'avais pas vraiment de problèmes mentaux à part peut-être un peu d'anxiété, mais pourtant, je sais pas, j'ai l'impression que il m'a comprise même dans les trucs que moi-même j'avais pas encore compris. Exactement comme le Man on the Moon 1, il m'a vraiment aidé à grandir, à humainement peut-être ressentir aussi un petit peu plus d'empathie que ce qu'on m'avait appris ou ce que l'entourage, la société, etc. m'avait apprise. Parce que vraiment, ces notions sur la drogue, etc., c'est lui qui a commencé à me les présenter. Et même si dans certains morceaux chantés par Rager, il va faire un petit peu l'apologie de la drogue, tu sens que faut pas prendre au mot ce qu'il dit et que c'est quelqu'un qui a un esprit totalement embrumé par son addiction, et je trouve que c'est une des meilleures leçons en fait à prendre sur ce genre de consommation et ce genre de distanciation à l'humain que t'as en toi et à toutes ces faiblesses entre guillemets, parce que finalement c'est pas des faiblesses, c'est juste la vie qui fait que ta personnalité, ta sensibilité, et je trouve que c'est extrêmement important. Encore une fois, le fait de parler de la vulnérabilité, toutes ces histoires-là, c'était tellement pas commun à l'époque. C'était incroyable d'entendre ces trucs-là. Et comme dans les films, généralement le 2 va être moins bien que le 1. Et pour moi, là, le 2 il surpasse le 1, mais largement. Mais aussi parce que simplement, dans le 1, c'est un enfant qui nous parle. Il nous parle de ses rêves, des super-héros, du Man on the Moon, etc. Là, dans celui-là, il n'y a pas de Man on the Moon. Il y a zéro Man on the Moon, il y a zéro conte. C'est vraiment l'adolescent qui est terré dans un coin de la pièce et qui essaie de comprendre la vie, tout ce qu'il ressent, tout ce qui se passe. Et je trouve que t'aies 14 ans, 15 ans, 25 ans, 35 ans, 45 ans, 55 ans, 102 ans, cet album, il va vraiment résonner en toi si t'as une once d'humanité, quoi. J'espère vraiment lui avoir fait un minimum honneur, en tout cas honneur à ma manière. Une des manières de lui faire honneur, c'est de ressembler à une méchante Disney aujourd'hui. J'espère que ça a marché. J'espère que je vous fais peur un peu, parce que c'est un peu le but. Mais voilà, on se retrouve du coup dans 2 jours pour la toute dernière vidéo de cette trilogie, pour vous parler enfin de ce Man on the Moon 3, où j'ai beaucoup de trucs à vous dire, bons comme mauvais d'ailleurs. Donc en attendant, vraiment, j'insiste, pareil comme pour la première, je prends le temps de vous demander vraiment de vous abonner, de la partager à mort. Je vous rappelle le challenge, que cette vidéo finisse sous les yeux de Kid Cudi, vraiment.
Je m'occupe de la traduction, vous inquiétez pas, mais vous vous occupez du partage. Et encore une fois, je termine sur la présence de ces Tipeee, de ces Utip, etc. Pour m'aider financièrement à réaliser ces vidéos qui, vous vous en doutez, prennent énormément de temps, mais qui, j'avoue, me passionnent. Donc si je peux avoir un petit peu d'argent pour continuer à travailler sur ces vidéos et prendre le temps de les faire et nous faire plaisir, parce que j'espère que ça vous fait plaisir aussi d'avoir ce genre de truc, travailler un petit peu plus poussé, bah ça serait génial, ce serait vraiment un miracle. Donc voilà, merci de penser à tout ça, merci de votre soutien, merci de votre écoute. Et puis on se retrouve très très vite pour parler de musique, mais surtout d'Human on the Moon.